pourquoi pas en Fulani, le pulaar qui est partagé par beaucoup d'autres pays. En anglais, pourquoi pas? Parce que nous avons besoin d'aller peut-être dans le sud-est asiatique ou dans d'autres pays anglophones pour attirer des investisseurs en français. Mais dire, voilà, on formate un programme, disons, partons de 6 heures au départ. En disant, la RTS, service public, vous donnez 1 heure. Les autres, ensemble, vous donnez 1 heure. On crée un conseil de coopération qui dirige tout ce processus, qui choisit les programmes, qui les articule de manière harmonieuse. Et on a ce module de 6 heures qu'on peut rediffuser 4 fois, ça fait 24 heures dans la journée, que les gens qui sont à Honolulu ou n'importe quel contrée dans le monde peuvent à un moment déterminé prendre un rendez-vous pour quelque chose qui les intéresse. Au nom de ça, et qui peut être un outil qui appuie la politique audiovisuelle et la politique diplomatique du Sénégal et la politique économique du pays. C'est ce que font les grands pays, les pays développés, la France qui font avec CFI, France 24, tout ça, c'est ça l'objectif. C'est comme ça, effectivement, que l'on gagne des batailles de positionnement, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles guerres ne se font plus seulement avec les armes, elles se font avec l'intellect, avec des outils de communication. Alors, si on met en place un outil comme cela, on le finance, on peut se dire, voilà, vous, tel groupe, vous allez fournir telle chose, à condition de le fournir, tous les 3 mois, vous envoyez votre facture de temps. Ça permet d'avoir un contrat entre l'État et l'État. Donc, il y a différents mécanismes de cette sorte. On peut également, au niveau du transport des signaux, avec les gens, tout ce qui touche à la télécommunication, aux opérateurs de téléphonie, dans les contrats de concession et les conventions qui sont signées avec eux, leur donner obligation de transporter, par exemple, un certain nombre de signaux de chaînes, tant publiques que privées. Donc, il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place pour aller effectivement dans ses ambitions, dans leur réalisation et effectivement changer fondamentalement. Ce que beaucoup de Sénégal ne comprennent pas, c'est que le code de la presse, même le code de la publicité au Sénégal, date de 1984. On a une sorte de jungle où chacun vend comme il veut et achète comme il veut. C'est pas normal. Normalement, il faut que, d'abord, les prix, il faut qu'il y ait des mécanismes de fixation des prix. Les prix, ça ne se décrète pas comme ça en l'air. C'est ce que les Anglais appellent le cost per thousand. Donc, ça obéit à des critères selon la qualité du programme, selon l'heure de diffusion, selon les horaires. Et là, ça pose la question de la mesure des audiences. Qui regarde quoi, qui écoute quoi, qui lit quoi, à quel moment, etc. La médiamétrie. Absolument, la médiamétrie. Qui permettrait, effectivement, de voir qui est en avance, qui fait quoi, à quel moment, etc. Et de donner un coefficient qui permettent de déterminer les coûts de tel ou tel produit, etc. Mais chacun se lève, celui-là peut mettre à la même heure, vous pouvez mettre une tarification qui soit véritablement aux antipodes. Mais pour les structures qui sont légalement instaurées, qui payent tout ce qu'ils doivent payer, tant en termes de sécurité sociale, d'assurance, de TVA, d'impôts, de salaire, et une entreprise qui fait ce qu'elle veut, c'est le jour et la nuit, et vous dérégulez, et c'est le rôle de l'État de veiller à cette régulation et de ne pas permettre que cela se fasse. Donc publier effectivement les tarifs à temps, publier les conditions de vente. Également, je crois qu'il faut de temps en temps faire des vérifications et voir que voilà, les règles du jeu sont acceptées. Vous ne pouvez pas dire on est dans un match de football, laisser des gens jouer au rugby et d'autres jouer au basketball, et voilà, faire comme si de rien n'était. Vous avez touché tout à l'heure un problème fondamental dans nos pays, c'est la politique de communication de nos pays. On a constaté, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, si ce pays arrive à s'imposer à travers le monde, c'est grâce à son cinéma, à son audiovisuel. Mais dans nos pays, on a l'impression qu'on est des consommateurs passifs de ce qu'on nous donne de l'extérieur. Oui, c'est vrai, nous avons, et je dis, tout le monde parle du numérique, 2015, etc. Aujourd'hui, les véritables enjeux, ce sont des véritables enjeux de contenu. Je suis sûr que quelle que soit la chaîne qu'on peut faire venir au Sénégal, quelle que soit, je ne sais pas, la publicité que ça vienne de n'importe quel continent, si les opérateurs, les acteurs que vous êtes, vous les producteurs de contenu que vous êtes, vous arrivez à avoir des concepts d'émissions qui collent aux attentes du public, c'est ça que les gens regarderont avant d'aller regarder autre chose. La preuve, nous qui sommes à l'extérieur, il y a ce réflexe, effectivement, j'allais dire, ombilical, de regarder les chaînes, d'écouter nos chaînes de radio, etc., un peu partout. Donc, je pense que la grande bataille aujourd'hui, c'est la bataille des contenus, la bataille de l'offre. On est dans un monde où de plus en plus l'auditoire est fragmenté, les publics sont fragmentés, mais où il y a effectivement, c'est vrai, certainement des menaces, mais moi je crois qu'il faut les saisir en termes d'opportunités. L'Afrique, dit-on, est le continent de la prochaine frontière. Il faut que dans le domaine de la communication, qu'on traduise également que c'est la prochaine frontière. Parce qu'effectivement, on a la capacité de créer des sujets originaux, on a la capacité d'inventivité, nous avons des sujets qui peuvent intéresser le monde entier. Maintenant que les outils sont les mêmes, laissons faire le savoir-faire des gens, organisons tout cela et
il faut en faire un secteur prioritaire. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'état un peu de la culture, et c'est vrai du Sénégal, c'est vrai de beaucoup de pays africains, quelle est la place de la culture? Quelle est la place de la communication? C'est véritablement la dernière des préoccupations parce que ce n'est pas conçu comme étant des secteurs dynamiques et des secteurs porteurs et des secteurs économiques. Donc on n'y met pas les moyens. Les salles de cinéma sont fermées, mais ce n'est pas possible. Si vous voulez aller au développement, vous ne pouvez pas aller au développement sans des fondements. Et parmi ces fondements, il y a les infrastructures, il y a le capital humain, mais le capital humain, il se forge grâce à la communication, à la culture, etc. Qui sont à la fois des fondements, mais qui sont également en haut de la pyramide parce que ce sont des loisirs. C'est ça qui permet de mesurer le degré de développement d'un pays et de montrer qu'il y a une prospérité qui est partagée et qui font que les gens peuvent aujourd'hui aller vers des activités de loisirs. Donc, c'est véritablement, je crois, des enjeux extrêmement importants qu'il faut aujourd'hui saisir et ne pas seulement avoir cette perception, j'allais dire, d'un accessoire comme cela qu'on utilise parce que c'est un outil politique, on a besoin des journalistes, on a besoin de la presse, etc. Non, il faut être dans une logique autre. Dans nos pays, ce qu'on a constaté, c'est que les télévisions elles-mêmes veulent faire de la production, alors que normalement, ce n'est pas leur vocation. Ils doivent être des diffuseurs, de permettre à d'autres de faire des produits et des productions pour les diffuser. Oui, mais tout ça, il faut mettre en place des mécanismes qui leur permettent de jouer ce rôle-là, parce que si vous voulez externaliser, ce sont des coûts, ce sont des contrats, vous faites appel à des cinéastes, à d'autres. Moi, je suis d'accord pour cela, notamment pour le service public, pour dire qu'effectivement, il faut, si on arrive à avoir un financement, disons, autour de 12 milliards de francs, de dire 20% de ce financement, soit 2 milliards 400, vous aider dans les 5 prochaines années à créer une véritable industrie de la production locale, avec des appels d'offres, avec de la transparence, avec un comité, ou même des professionnels autres que ceux du service public peuvent siéger pour attribuer tel ou tel autre marché à telle ou telle personne. Mais également, je crois qu'il faut, comment dire, faire tout au niveau de l'État, dans le code des investissements, permettre en l'allégeant, parce que c'est des secteurs où on ne peut pas aller au même niveau d'investissement que dans d'autres secteurs, si c'est des routes ou si c'est des, je ne sais pas, d'autres types d'infrastructures beaucoup plus importantes, où il faut effectivement aider à structurer le secteur, avec des cinéastes qui ont du talent, avec des jeunes qui ont du talent, en défiscalisant, en réduisant les droits d'impôts ou de douane sur certains matériels qui sont considérés comme des matériels de luxe, alors qu'aujourd'hui c'est des produits véritablement d'usage courant. Donc je pense que c'est tout ça qui permet effectivement d'arriver à créer ce secteur. Mais également la formation. Nous formons beaucoup de journalistes, rien contre les journalistes, mais les métiers de l'audiovisuel ne se résument pas aux journalistes. Il y a des producteurs, il y a des assistants, il y a des ingénieurs du son, il y a des scripts, il y a une panoplie. Moi, j'en avais identifié au moins 500 dans le domaine de la communication et de l'audiovisuel. Dans tous ces métiers, il faut de la formation. Pas de manière académique classique ou sur des longues durées, mais avec des modules, des choses qui permettent effectivement aux gens d'acquérir des capacités, d'être plus performants, d'acquérir des talents, de les faire davantage éclore et qui permettent effectivement de mieux structurer le domaine et d'avancer. C'est indispensable. Et un pays comme le Sénégal, qui est un pays d'intelligence, qui est un pays de savoir-faire, qui a été un pionnier dans beaucoup de domaines, de la presse et de l'audiovisuel, etc., doit se mettre à ce niveau de compétitivité, d'imagination et de performance. Mais les gens ne comprennent pas justement que le Sénégal, qui était très performant dans ces domaines-là, soit aujourd'hui là où il est, au moment où le Maroc, où les grosses productions d'Hollywood sont tournées au Maroc. Oui, absolument. Le Maroc tourne bon an, mal an, une vingtaine de films. C'est une volonté politique. Ils se sont organisés pour. On peut prendre également d'autres exemples. Vous prenez un pays comme l'Éthiopie, on dit qu'il est en termes de développement humain 178e sur 187, etc. Mais qui a la principale compagnie aérienne du continent, qui fait près de 300 et quelques milliards de chiffres d'affaires par an, qui a une quarantaine d'avions, qui fait près de plus de 60 destinations dans le monde. C'est une question de volonté politique. Si le Sénégal peut se dire, je veux être le leader de la communication sur le continent, et je me donne un objectif sur 10 ans, on le planifie et on met en place les outils et les rouages qui permettent de le faire. Même en disant quelquefois peut-être aux entreprises, si vous appuyez un fonds qui aide à structurer la communication et à la développer, vous pouvez être exonéré à selon tel niveau, selon tel critère, etc., des impôts et tout. Mais il y a des incitations fiscales, il y a un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place par ailleurs qu'il faut mettre en place. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que ce sont des secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Et mettre les articulations nécessaires entre la culture, la communication, le tourisme, tout ce qui touche au capital humain de manière globale. Beaucoup de pays sont en train de le faire. Vous avez évoqué tantôt un pays comme le Gabon, où, effectivement, c'est dans ces stratégies où les gens aujourd'hui s'inscrivent. Et qui se traduisent également d'un point de vue éducatif dans les structures d'éducation que l'on met en place. L'Angola, par exemple, a inauguré, je crois, cette semaine,
centre, un institut très important où ils ont mis énormément de financement sur les télécommunications et les NTIC, etc., etc. Donc beaucoup de pays sont en train d'élaborer des stratégies, d'aller vers ce sens, de consolider véritablement leur tissu économique et culturel national. Il faut, si on a ce type d'ambition, il faut le traduire dans la réalité. Et ne pas être là et considérer que, voilà, encore une fois, la communication, c'est un accessoire dont tout le monde a besoin, mais que tout le monde ignore royalement quand il s'agit de mettre les moyens. Vous avez la formidable expérience d'avoir été dans le public et dans le privé. Est-ce qu'on peut avoir une articulation public-privé dans nos pays, dans ce domaine de l'audiovisuel justement au Sénégal? Oui, c'est possible et je crois que c'est la régulation qui permet de le faire. Il y a des cahiers de charges tellement précis. Il faudrait aujourd'hui, le public n'a pas à compétir avec le privé sur certains types de l'heures. En termes des langues nationales, de la couverture nationale du pays, rien n'oblige une chaîne privée d'aller couvrir l'ensemble du territoire national. Vous n'allez pas mettre un émetteur, je ne sais pas, dans où il y a 1000 personnes, où vous savez que vous n'aurez aucune publicité, où le pouvoir d'achat est ce qu'il est, etc., etc. Par contre, le service public a cette obligation-là. Donc, le service privé est également nécessaire parce qu'il permet d'avoir une certaine compétitivité en termes de qualité de contenu. Il pousse le service public et le pousse à aller à un certain niveau. Et également un troisième palier qui est lorsqu'il s'agit du pays dans son intégralité. On a beau faire notre compétition au niveau interne, de se dire on crée un pot commun, on crée un creuset où le meilleur, le best-of de ce que nous faisons tous ensemble est là et constitue la vitrine du pays. Ça n'empêche pas à chacune des chaînes d'être là, présente, mais d'avoir également ce concept d'un outil commun qui serve à la politique audiovisuelle extérieure du pays, dans différentes langues, etc. Aujourd'hui, les Chinois, les Russes, beaucoup de pays, les Allemands, diffusent dans nos pays et dans nos langues nationales. Alors pourquoi nous, on ne va pas essayer d'aller à l'assaut des autres pays, etc. Si on veut attirer des investisseurs, et surtout qu'on a une diaspora qui est extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, votre public, il est ce public local dans le pays, mais c'est le public à l'extérieur. Et quand on voit la diaspora sénégalaise, le nombre, le montant, le volume d'argent et de transactions, de transferts financiers qui se font, elle aurait même pu participer à cet effort, en mettant peut-être une taxe sur tous les virements reçus ou envoyés, en disant un pourcentage de temps. Si on prend entre 600 milliards et 1000 milliards selon les chiffres que les gens donnent, si c'était 1%, on est entre 6 et 10 milliards de francs. Si c'est 10 milliards de francs dans un fonds d'appui à la communication, ça change toute la donne dans ce pays. Vous avez quand même travaillé au Cameroun en montant 2 chaînes qui ont une ascendance très fulgurante. Comment vous avez pu faire monter des télévisions au Cameroun qui ont réussi, alors que le Cameroun est considéré comme étant un pays sur le plan démocratique qui n'est pas aussi ouvert que d'autres pays comme le Sénégal? Oui, je suis tombé sur quelqu'un qui a financé, parce qu'il est l'actionnaire camerounais de la téléphonie, du principal, qui a 65% du marché de la téléphonie au Cameroun, qui est un pays très consommateur, qui est un pays qui est de grands consommateurs, qui a une forte population, etc. Donc, voilà, qui est l'un des poumons de la CEMAC, et qui a donc consenti à mettre de l'argent. Quand vous avez, je ne sais pas, des revenus en termes de milliards... Mais comment avez-vous pu conjuguer dans ce pays-là la nécessité de mettre en place une télévision privée indépendante dans un pays qui n'est pas réputé très ouvert? Oui, ben, enfin, peut-être, je pense que j'ai bénéficié également d'un préjugé favorable. N'étant pas du pays, il était clair que je n'avais pas d'agenda autre que professionnel. Je pense que cela a évité. Beaucoup de gens me disent, oui, si vous étiez du pays, vous n'auriez pas pu le faire. Bon, peut-être, oui, c'est ça aussi. L'adage, nul n'est prophète chez soi est valable dans tous les pays, sans doute. Donc je crois qu'il y a eu cette confiance également. Il y a eu également cette volonté de faire vraiment quelque chose de très, très professionnel. Et les gens se sont rendus compte peut-être dans ce que nous faisions que ça servait le pays, ça servait son image, ça servait à recruter des jeunes qui ne pouvaient pas être absorbés par le marché de la communication publique. Quand je me souviens, à l'époque, on m'a reproché, même y compris dans les journaux, dans la presse, tout ça, de recruter des jeunes, des gens trop jeunes. J'avais une moyenne d'âge entre 25 et 26 ans, de gens en disant qu'ils n'avaient aucune expérience, parce que les gens pensaient qu'en faisant quelque chose comme cela, on allait aller débaucher les retraités ou le truc du service public. J'ai pris une autre option en disant qu'il faut donner la chance aux jeunes. Moi, dans ma vie professionnelle, on m'a su me donner une première chance, j'ai su la saisir. Il faut donner la chance aux jeunes et créer quelque chose de différent. Vous ne pouvez pas venir faire une réplique de ce qui existait en termes de service public. Il faut innover, c'est ce que vous êtes en train de faire à TFM, à RFM et à l'Observateur, qui explique sans doute le succès que vous avez, et que les chaînes privées également et les autres opérateurs sont en train de faire. Je crois que c'est l'une des pistes. C'est vrai que, bon, ça a l'air un peu contradictoire, mais aujourd'hui, au Cameroun, dont on parle, il y a 15 chaînes de télévision privées. En télévision, sur ces 15 chaînes, il y a 7 ou 8 qui sont sur satellite. Et je dis que c'est une excellente chose. Mais comment ces chaînes peuvent arriver à s'en sortir dans des pays où peut-être l'économie n'est pas aussi florissante? Mais le Cameroun, économiquement, et comparativement au Sénégal, le Cameroun, économiquement, est devant le Sénégal.
Un pays comme le Gabon est devant le Sénégal, c'est clair, en termes de PIB, quels que soient les critères économiques, macroéconomiques que vous prenez, ils sont devant. Quelquefois, on a cette perception, on croit que nous sommes le centre du monde, mais les chiffres sont là, de la Banque mondiale, des institutions internationales, financières, etc. Le niveau de vie est là, tout et tout. Donc, ces pays s'en sortent parce qu'également, souvent, il y a une volonté politique qui est très forte, où ils mettent les financements nécessaires, même d'autres pays qui ne sont même pas au même niveau, mais qui mettent des moyens parce qu'ils pensent que c'est un secteur qui est extrêmement important. Également, je crois que peut-être la tare sénégalaise, c'est une vision trop politico-politicienne de la communication. Je crois que c'est ça qui a obéré véritablement toutes les perspectives de développement. On n'aurait pas dû être à ce niveau-là. On aurait dû être largement en avance parce qu'on a su le démontrer dans beaucoup de domaines. Nous avons su être en avance. Donc, il y a des pays qui ont pris ces options, qui ont fait des facilités. Dans un pays comme le Cameroun, par exemple, il faut payer pour la licence, c'est 100 millions de francs qu'il faut payer pour la chaîne. Il y a des gens qui n'avaient pas pu payer. Ils avaient introduit ce qu'on avait dans le droit, une disposition tout à fait camerouno-camerounaise particulière, en appelant ça le système de la tolérance administrative. En les laissant le temps qu'ils se développent, qu'ils aient les moyens d'aller régulariser après leur situation. Donc je crois que ce sont des options où ils se disent également que c'est l'une des manières également de démocratiser. C'est également un critère de gouvernance. Le nombre de médias que vous avez, la liberté de ton, et peut-être également c'est une stratégie politique. Parce que lorsque les gens ont des boulevards et des espaces d'expression, ils vont dans ces canaux, c'est les Warsakhalat, c'est les autres. Si c'est développé, à un moment on a voulu, je crois, le réglementer ici, je pense que ça allait être la catastrophe. Il faut laisser des boulevards et des moyens d'expression aux gens. Et là, la télévision ou les radios privées, ils vont fortement contribuer. La presse écrite, n'en parlons pas. Quelquefois, elle est extrêmement virulente. Rien à voir avec un peu ce que se fait ici, c'est des attaques en règle, tout et tout. Il y en a beaucoup. Mais bon, tout cela, je crois qu'ils laissent vivre parce que c'est également une sorte de poumon qui permet à un pays de respirer, d'asseoir sa gouvernance et d'occuper utilement ses populations. De plus en plus, on parle de numérique, mais les changements, les bouleversements vont venir à travers le monde. On parle maintenant de télévision numérique portable, où les opérateurs, directement à partir d'un satellite, vous envoient des images, des produits sur votre portable. Est-ce que ce n'est pas une menace pour la télévision classique? Non, je ne pense pas, parce que vous savez, ce n'est pas très commode de regarder la télévision sur son portable pendant très longtemps. Hein. Donc je crois que c'était ce qu'on l'a dit également de la presse écrite, aller lire la presse sur Internet, d'accord c'est bien beau, mais avoir également son journal papier entre les mains, c'est autre chose. Donc je pense qu'effectivement, et là par contre je pense que c'est une opportunité, et même en termes de financement, ça peut être une source de financement pour les télévisions, pour tous les opérateurs, parce que ces gens de la téléphonie, leur métier, ce n'est pas des contenus. Ils ont l'outil, ils ont le support, mais ils ont besoin de contenu, et avec des programmes courts. Vous pouvez imaginer leur dire, écoutez, quand je vois certains programmes, les Koutia, les trucs de Didier Boub, des petits trucs comme ça, ou des petits extraits d'informations, des alertes quand il se passe quelque chose. Souvent, j'ai pu, je te tutoie, à plusieurs moments, j'ai pu t'entendre dire, voilà, il y a telle information, breaking news, tout ça. S'il y a ce type de convention qui permet, lorsque ça arrive, que les gens aient des alertes parce qu'ils sont abonnés, qu'ils les aient, en disant, voilà, ça vous coûte 5 000 francs par mois, etc., je suis sûr qu'il y a toute une population de gens qui vont l'accepter. La téléphonie trouve son compte parce qu'ils vont envoyer des bulk SMS ou envoyer le programme téléchargé, etc. Les opérateurs et tous ceux qui sont des pourvoyeurs de programmes et des fournisseurs de programmes, ils trouvent également leur compte. Donc je pense qu'il y a un ensemble de choses comme ça qu'il faut voir. Mais aussi, il y a beaucoup d'exemples comme cela, de chaînes de télévision en Europe aujourd'hui. Vous pouvez avoir la télévision sur votre téléphone portable, etc. Hein. Donc voilà, je pense que tout ça est une preuve de la vitalité du secteur, de la croissance de la demande. Il y a une véritable demande qui est très forte, y compris en Afrique, où tous les schémas qui ont pu être établis en termes de business plan se sont révélés faux. Parce que le développement a été exponentiel au niveau du continent en termes de téléphonie, en termes de télécommunications. Donc je pense qu'il faut saisir ces opportunités, avoir des contenus qui soient en adéquation avec les attentes de nos populations. Par exemple, également, ce que l'on peut imaginer, et pourquoi faites-le tout de suite. J'ai vu que vous faites pour la mettre tout un programme avec le téléphone, pour le faire pour les horaires de prière, on peut le faire pour la messe, pour le dimanche, etc. Que les gens puissent avoir à l'heure de la prière une prière qui dure 2-3 minutes avec un imam qui le fasse, etc. Donc, et ça correspond un peu à la sociologie du pays. On peut imaginer beaucoup de choses comme ça, que ce soit des services additifs, des services payants, en collaboration avec les gens du secteur des télécoms. Mais je dis que les gens des télécoms, à moins d'aller recruter des journalistes, des producteurs, des réalisateurs, ne pourront jamais
avoir le même contenu et la même diversité d'offres et le même professionnalisme de l'offre que ceux qui peuvent émaner des structures dont c'est la vocation primaire et essentielle. Oui, Matar Sylla, il y a 12 ans, vous étiez directeur de la RTS avec la première alternance que le Sénégal a connue, l'élection du président Abdoulaye Wade. Beaucoup d'espoir avec votre présence au niveau de la RTS, des mutations et des réformes que vous avez voulu apporter à la RTS. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben ça, je pense que c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Il faudra le poser la question à, peut-être même pas forcément à l'ancien président. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà, on constate. Voilà, pour moi, c'est vraiment... Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous... Non, je crois que c'est une conception un peu trop politique de la communication. C'est essentiellement ça. Et c'est pourquoi la volonté politique, elle est très, très, très importante et la régulation en même temps. Faire de telle sorte que lorsque, comme dans les pays qui sont des pays développés en termes de communication, lorsqu'on a des responsables aux affaires, qu'ils puissent être là, qu'ils appartiennent au parti ou qu'ils soient sans parti, tant qu'ils font leur travail de manière correcte et qu'ils puissent avancer. Mais si on est dans une logique de politique politicienne, voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Oui, parce qu'il y a certains Sénégalais qui estiment qu'aujourd'hui, que la maturité démocratique du Sénégal est telle qu'aujourd'hui, certains postes, on doit faire des appels d'offres. Absolument. Moi, je suis partisan de ça. Et vraiment, si le nouveau pouvoir pouvait procéder de la sorte, pour le service public de l'audiovisuel, au moment où ils le décideront, quel que soit un truc, même les gens qui sont aux affaires peuvent prétendre, voilà, nous voulons... C'est valable ça peut être valable pour la douane, ça peut être valable pour beaucoup de directions générales. À l'époque, j'étais en Côte d'Ivoire il y a une douzaine d'années. Ça se passait comme ça pour les grandes régies financières. Donc, je pense que ce serait très bien pour certains postes de demander des appels à candidature, de faire des auditions par une autorité indépendante, de classer les candidats et de proposer 3 peut-être au pouvoir pour qu'ils puissent... Ça c'est la solution, j'allais dire, intermédiaire pour que le pouvoir exécutif puisse nommer. Mais on peut aller de manière encore plus osée et laisser cette autorité indépendante nommer pour un mandat déterminé, disons 5 ans, renouvelable une fois. Voilà, et on rencontre et on met en place toutes les structures, tous les outils. Je suis sûr que si on le faisait, les gens se rendront compte dans une dizaine d'années que ce pays aura fait des pas extrêmement importants. Du Gabon où vous êtes aujourd'hui en tant que conseiller spécial du président gabonais, vous suivez certainement la politique sénégalaise de loin. Absolument. Mais 12 ans après la gouvernance d'Abdoulaye Wade, on parle d'audit de milliards de francs CFA qui auraient été dilapidés avec une gestion gabégique. Quel regard jetez-vous sur cette gouvernance et cette façon de faire? Non, c'est le monde actuel qui fait qu'on ne peut plus... C'est-à-dire, je vais le formuler peut-être autrement. On est dans un monde où la gouvernance et la transparence sont des prérequis indispensables. Et je suis partisan également de ce qu'on appelle accountability, rendre compte. Quand on est aux affaires, quand on gère des fonds publics, il faut rendre compte. Sinon, on n'accepte pas de responsabilité. C'est vrai, beaucoup de chiffres circulent, beaucoup de choses se détruisent, les audits se font. Je crois que l'audit... Moi, dans les structures privées où j'ai été, je suis audité chaque année. L'audit est un outil de gestion et de management. Mais ici, la perception est très négative parce que dès qu'on dit audit, on pense vol, détournement, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est normal de faire l'état des lieux, c'est normal de faire le diagnostic, et de trouver des moyens de récupérer tout fonds qui serait dilapidé, de sanctionner quand c'est nécessaire, sans méchanceté aucune, mais parce que ce pays a besoin de ressources. Il n'est pas normal que des gens qui ont été aux affaires aient pu prendre, comme on le dit, l'argent du pays, comme si c'était l'argent qu'ils gardaient dans leur salle de bain. Donc, il faut véritablement, de ce point de vue, je crois, être clair et net. Les gens, quand j'avais dit, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, tout ça, non, mais quelqu'un, un délinquant, ne s'appelle pas forcément une sorcière. Quand on n'est pas sur le droit chemin, il faut répondre de ses actes. Donc, de ce point de vue, je crois également qu'il faudrait aussi peut-être décider une sorte de tendre un peu la main. Moi, je suis également partisan d'une politique de récupération des fonds et de transaction. Que lorsque les gens sont d'accord et reconnaissent qu'ils ont fauté, qu'ils sont prêts à rendre ce qu'ils ont pris, qu'il puisse y avoir effectivement des mécanismes qui permettent d'éviter de les mettre en prison.
ça ne sert pas souvent à grand chose de mettre les gens en prison parce que vous ne récupérez pas votre argent, vous ne récupérez absolument rien. Je pense qu'il faut également voir ce type de choses. Ça ne sert à rien de vouloir voir des gens derrière des barreaux, mais que lorsqu'il est établi que des gens ont pris de l'argent, qu'ils restituent, si ce n'est pas la totalité, mais en tout cas la très grande partie de ce qu'ils ont pu prendre de manière illégale. Donc tout cela, effectivement, ne donne pas une bonne image d'un pays. Mais c'est vrai que ça existe dans beaucoup de pays, ça s'est passé de la sorte. Mais il faut de plus en plus que les Africains se rendent compte qu'on est dans un monde où plus rien ne peut se cacher. Les circuits financiers sont aujourd'hui pratiquement surveillés en permanence. On ne peut pas se permettre de prendre de l'argent, de le sortir des pays, de le mettre. Ce n'est même pas du patriotisme. Ou bien également, quand c'est établi, de demander à ces gens de réinvestir l'argent dans le pays et de leur donner une certaine dignité. Parce que, voilà, le plus important pour moi en tout cas, c'est d'établir la réalité du phénomène et également d'avoir des positions de transactions lorsque les gens sont dans cet état d'esprit et de sanctions lorsque les gens ne veulent pas obtempérer. De nouvelles structures se sont mises en place avec la coalition Benno Bokk Yakaar pour gérer le Sénégal. Beaucoup de supputations sur la façon de gérer le pays. Certains estiment qu'ils ne sentent pas encore que le pays bouge. Est-ce que vous partagez cette opinion? Non, je crois que le pays a bougé, hein, et c'est lors de l'élection, tout le monde a suivi, il y avait quelques appréhensions où, de manière claire et nette, un président a été élu avec une majorité, on ne peut plus confortable. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, le développement d'un pays, la gestion d'un mandat, ce n'est pas une course de vitesse. Je crois que ce qui est important de faire à ce stade, c'est que les Sénégalais aient une claire vision de où veut-on aller dans ce pays, dans l'immédiat et dans les prochaines années. Vraiment se projeter vers l'avenir. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le pilotage par la vision. Une fois que c'est clair, je pense qu'il faut avoir des plans secteur par secteur qui associent les gens dans la concertation, dans l'élaboration, quand les gens, la société civile, les politiques de l'opposition tant que de la majorité, les gens qui ne font pas de politique, des concertations citoyennes. Et là, c'est vrai que tout un travail avait été fait à l'époque par les assises nationales, mais également ce travail peut être remis à jour, complété, amendé, élargi aux autres, même ceux qui n'y avaient pas participé, pour se dire voilà ce que nous voulons que ce pays soit dans 10 ans. Et quels sont les moyens à mettre en œuvre, secteur par secteur, et on le met effectivement en œuvre avec des, j'allais dire, des périodes de pause qui permettent de voir, de mesurer les efforts qui ont été faits, de voir quelles sont les lacunes à combler, quelles sont les insuffisances, de mettre les corrections nécessaires et avoir des moyens de vérification pour voir si effectivement par rapport aux objectifs qui étaient posés, est-ce qu'on a atteint effectivement les résultats qu'on attendait. Donc je pense que c'est cette démarche qu'il faut mettre en place et expliquer et se concerter. L'autre chose également qui me paraît très importante, et avec le recul quand vous venez dans ce pays vous en rendez compte, il faut de la discipline. Il faut de la discipline, il faut le respect de l'autorité. Et pas l'autorité au sens dictatorial du terme, tout ça, mais on se rend compte quand vous comparez avec beaucoup d'autres pays, beaucoup d'attitudes, l'assainissement, le comportement des gens dans la rue, les accidents dans le transport, on traverse comment avec ça. Je vous assure, vous allez dans certains pays africains, vous êtes étonnés. Vous ne voyez pas de mendiants dans la rue, vous ne voyez pas ce genre de choses, etc. Est-ce que ce n'est pas l'axiome de l'autorité de l'État qui laisse faire? Ce n'est pas seulement l'État, c'est l'État et les citoyens. Parce que très souvent aussi, c'est vrai, on met souvent beaucoup de choses sous le couvert de l'État, mais l'État effectivement a le rôle d'expliquer, de sensibiliser, et quand c'est nécessaire réellement d'utiliser la cravache. Je crois qu'il faut le faire de temps en temps. Mais aussi, il faut que dans chaque foyer, au niveau des parents, au niveau de l'école, à tous les niveaux, il y a une sorte d'éducation à un certain nombre de valeurs qu'il faut mettre en place. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va se lever, etc., dans le désordre, etc. La discipline est une question fondamentale dans ce pays. Il faut que les gens soient disciplinés. Il faut que les gens respectent l'autorité. Il faut que les gens se respectent entre voisins. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont que le produit de notre indiscipline collective, individuelle et collective. Donc je crois que ça, c'est également un facteur qui est très important. L'autre chose aussi, c'est que le Sénégal et toute société, en tout cas aujourd'hui, ne peut pas se résumer à sa seule classe politique. Toute la classe politique, opposition, pouvoir confondu, ne représente même pas 1/20 des populations. Il faut associer des compétences, il faut recourir aux compétences, il faut s'ouvrir aux compétences. Justement, c'est l'impression que les Sénégalais ont aujourd'hui, que si le débat est plus politique
qu'autre chose. Il n'est ni économique, ni social, ni culturel. Et beaucoup de Sénégalais, quand on voit les politiciens, ils se battent pour des postes. En atteste l'histoire du Sénat, qui a fait qu'il y a des batailles de positionnement par rapport à cela. Et c'est un peu dommage parce que moi, dans l'équipe gouvernementale, notamment en commençant par le Premier ministre et tout, je connais beaucoup de gens dans cette équipe. Je pense qu'ils peuvent représenter une grande chance pour le Sénégal, qui sont des gens de compétences, d'intégrité, qui ont de la vision, qui ont l'expérience nécessaire. Si on les laisse travailler correctement, je suis sûr qu'ils atteindront des résultats qu'on ne peut même pas imaginer. Mais le problème, il est là. Et il faut que ce soit également que les citoyens sénégalais en fassent de l'affaire. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout le monde s'en rende compte, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs. Il y a des choses qui ne seront plus possibles. Les gens savent comment élire les gens, ils savent également comment s'en débarrasser. Et quand on ne répond pas aux besoins fondamentaux des populations, à leurs aspirations, etc., elles se prendront elles-mêmes en charge et régleront les questions. Ça, c'est clair. Il faut en avoir une lecture, mais tout à fait lucide. Donc, il faut également que tous les autres qui... Parce qu'en fait, c'est aussi qu'il faut le dire, la plupart d'entre nous, nous avons délaissé, j'allais dire, le terrain politique, parce qu'on pense que c'est une activité, ça salit les doigts, on ne veut pas toucher à ça, etc. Nous réglons les questions nationales dans nos salons, etc., ou dans les grandes places. Cela pose également un problème. Je pense qu'un engagement citoyen est important. Quand il s'agit du devenir de nos pays, du devenir de nos enfants, de ce que nous voulons que nos pays soient aujourd'hui, avec un potentiel qui existe. Si on veut également que chacun de nos pays puisse compter dans cette Afrique qu'on présente comme la nouvelle frontière, c'est maintenant que ça se prépare et il faut que tout le monde s'implique. Pas forcément dans les partis politiques, mais ça peut être dans les associations consuméristes, ça peut être dans toute forme d'organisation, dans son propre quartier, etc. Mais que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus être véritablement des millions et des millions de gens, ne veulent pas être l'otage de quelques-uns. Quelles que soient leurs compétences, d'ailleurs, par ailleurs, dans leur domaine. Pourtant, les gens parlent de nouveau type de Sénégalais, NTS, mais aujourd'hui, 10 ans après, si on regarde bien ce qui s'est passé avec le Diola, c'est une surcharge qui a fait, il y a eu des milliers de morts. Et pourtant, dans nos rues à Dakar, dans les cars rapides, les choses continuent. Au vu aussi de tous les Sénégalais, personne ne dit rien. Mais c'est ce que j'appelle l'indiscipline. C'est ce que tout à l'heure, c'est ce que je disais. Et vraiment, il ne faut pas aller très loin. Vous allez dans beaucoup, et c'est ça, il faudrait que les Sénégalais se rendent compte. Vous allez dans beaucoup de pays. Ça n'existe pas. Des cas rapides, comme on le voit avec les gens qui, ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas vu ça au Gabon. Ça ne peut pas exister. Les gens qui viennent, qui mettent les trucs dans les rues, qui prennent dans les trottoirs, ça ne peut pas exister. Vous le faites, il y a certains marchés, certains qui nous regardent sans doute de savoir les brevets, où on ne pouvait même plus circuler, mais quand l'État a décidé que c'est fini, c'est fini. Ils prennent des dispositions et ça se passe comme ça. Les gens se mettent dans les rangs. Un pays ne peut pas se développer dans le désordre, dans l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le rôle de l'État d'y veiller. Que chacun soit à sa place. On ne peut pas. Et quand il y aura une autre, c'est ça, que Dieu nous en garde. Et c'est là où tout le monde va s'émouvoir. Ça dure une semaine, le temps d'une rose, tout. Puis après, on recommence dans nos mauvaises habitudes. Je crois que véritablement, c'est des questions qui sont fondamentales. De citoyenneté, de civisme, de patriotisme. Et en définitive, bëgg sa bopp, bëgg sa réew. Mais c'est le même phénomène qu'on a surtout avec les inondations. Les Sénégalais savaient que les lieux dans lesquels habitent les populations étaient des lieux où il y avait l'eau qui devait passer. Et que forcément, si l'hivernage revient, il est pluvieux, l'eau va reprendre son lit naturel. Et c'est ça qui n'est pas normal. Quand on voit que, c'est dans ce pays, il faut voir, quand une chose se passe et qu'elle est en train de se faire, dès qu'elle se fait le deuxième, troisième jour, il faut l'arrêter. Mais souvent, on laisse faire. Jusqu'à ce que s'outre après. Et c'est après que l'on vient faire les médecins après la mort. Quand je vois des pays où j'ai été ces dernières années, ces 12 dernières années, qui sont des pays d'Afrique centrale, où il pleut 10 mois sur 12. Et lorsque même on parle de saison sèche, il pleut autant qu'au Sénégal pendant la saison des pluies. Mais quand il pleut, dans les 15 minutes qui suivent, quel que soit le volume de la pluie, ça part parce qu'il y a des caniveaux, il y a des trucs, c'est prévu dans les constructions. Comment peut-on, dans un pays où il y a tellement de compétences dans tous les domaines, où je suis sûr nos ingénieurs l'ont dit, ont attiré l'attention, on ne prévoit pas des systèmes d'évacuation de l'eau? C'est le sable qui vient, qui s'enfuit, il y a du sable un peu partout. Pourquoi on ne veille pas à ces choses-là? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une absence de sanctions dans nos pays qui fait que ces sanctions-là se déroulent? Parce que ceux-là qui ont autorisé les gens à habiter dans ces milieux-là, ils sont responsables. Mais absolument, ben je crois que dans ces cas, il faut quelquefois également sanctionner par l'exemple. Les identifier et que les gens se rendent compte que ça, ce n'est plus possible.
et de manière régulière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, il y a des endroits, vous ne pouvez pas, je ne sais pas, dans les pays que je connais, vous ne pouvez pas commencer à construire et qu'au bout de 3 jours, les gens de l'urbanisme, quelqu'un vienne vous demander où sont vos papiers, etc. C'est pas possible. Mais si on laisse faire. Donc il faut qu'il y ait ces brigades. C'est la même chose lorsqu'il y a des décisions qui sont prises pour baisser les coûts de certains produits, etc., et que d'autres continuent. Il faut des sanctions, il faut les mettre en œuvre. Et c'est un peu notre masla là, et quand les gens, et les interventions, et faire ce que l'on a à faire. On avait commencé par l'audiovisuel, on termine avec qu'est-ce que justement les radios, les journaux et les télés peuvent faire justement dans ce domaine bien précis pour faire revenir les Sénégalais à l'état normal, entre guillemets. Je pense que vous le faites déjà dans pas mal de domaines, dans les débats, dans les spots de sensibilisation, dans les discussions. Mais l'impression qu'on a, c'est que les gens prêchent dans le désert. Voilà, mais il faudrait que ce soit fait de manière peut-être un peu plus structurée, qu'il y ait des prolongements et des relais, que ce soit l'affaire également des partis politiques, des associations, des chefs de quartier, des chefs de village, que ce soit l'affaire de l'administration au sens le plus large, et que cela puisse être vraiment... C'est ça que j'appelle la mission du service public, y compris du secteur privé. Et qu'il faut le faire fondamentalement. Sans ces valeurs, aspirer à l'émergence est un leurre. Vous ne pouvez pas aller à l'émergence avec ce type de comportement. Ce n'est pas possible. L'émergence, c'est une attitude, ce sont des valeurs, c'est un comportement, c'est une manière d'affronter la vie et de se vivre ensemble. Donc, je crois qu'il faut absolument que les médias accompagnent ce processus et qu'on leur donne également le moyen d'accompagner ce processus. Également dans ces médias aussi, moi je suis pour l'écologie des médias, c'est-à-dire qu'il y en a certainement quelquefois qui doivent disparaître. Lorsqu'elles ne sont pas dans les rangs, on renforce des pôles de compétences, des pôles de talent, et tous les autres qui sont à la périphérie et qui font un peu du n'importe quoi, eh ben, qu'on y mette un terme. Et c'est pourquoi il est important d'avoir des cahiers et des conventions de partenariat, de concession, qui prévoient donc des cahiers, les charges respectives, les sanctions, tant positives que négatives, les accompagnements nécessaires. Donc véritablement, je crois qu'en ce faisant, nous arriverons à régler beaucoup de problèmes au niveau local, mais à donner une image reluisante de ce grand pays qui a énormément de talent, qui a énormément de potentiel, qui a également énormément de sagesse, et que tout ça doit s'inscrire dans un processus dynamique, ouvert, de concertation, avec comme finalité le développement du pays. Matar Sylla, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un de très compétent et de très structuré, qui travaille dans les médias et qui fait la fierté de beaucoup de Sénégalais. Est-ce qu'un jour, vous allez revenir au Sénégal pour offrir vos services à votre pays? Mais j'offre, peut-être pas de ça ce soir, peut-être pas tellement, mais j'offre mes services pour le moment à mon pays, puisque dans la structure où je suis, Performance Management Consulting, voilà, nous sommes dans 16 pays africains, nous sommes le leader du Conseil du management en Afrique. Nous sommes dans 16 pays africains, avec un truc très fort aujourd'hui au Gabon, avec quelqu'un comme Victor Ndiaye, qui est l'un des stratèges les plus connus du continent, mais ça ne se sait pas. Vous savez, dans beaucoup de pays africains, les plans énergétiques jusqu'à là en 2020, c'est notre cabinet qui l'a fait. Je peux vous donner d'autres exemples dans beaucoup de secteurs qui posent problème aussi aujourd'hui et qui le fait souvent avec beaucoup de Sénégalais. Je crois que quand on dit que oui, on va revenir, les gens pensent toujours à des postes. Alors que je pense que nous devons également être des apporteurs de postes et de solutions. Créer de la plus-value, absolument, et créer des trucs, tout ça. Donc voilà, dans la vie, il ne faut rien exclure. Moi, on m'aurait dit que je serais au Gabon actuellement, je ne l'aurais jamais cru. Donc il ne faut rien exclure. L'essentiel, c'est d'être utile à son pays, d'être utile au continent, et de faire qu'effectivement, tout ce qu'on a pu acquérir, qu'on puisse le transmettre. Et c'est pourquoi, chaque fois que je suis sollicité, je n'hésite pas une seconde pour répondre à ces sollicitations-là. Mais je ne suis pas du genre qui vient, qui aspire à tout, de demandeur de quoi que ce soit. Je ne demande absolument rien. Mais tout ce que j'estime que je dois faire pour mon pays, je le ferai. Tout ce que je dois faire pour l'Afrique, quel que soit le pays considéré, je le ferai. Et c'est pourquoi dans mon parcours, j'ai fait aussi bien le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya 2 fois, le Cameroun, aujourd'hui le Gabon. Et je pense que nous avons une communauté sénégalaise très importante là-bas, et avec un président qui a beaucoup de considération pour notre pays, et des Sénégalais qui jouent un rôle déterminant dans l'économie de ce pays, qui apportent de la plus-value et tout. Et je crois que
tout ce que je fais là-bas contribue également à sceller davantage la relation entre les deux pays. Et c'est ça qui est le plus important, quoi. Tantôt dans vos propos, Matarsila, vous parliez des Sénégalais avec qui vous travaillez dans votre société. Vous parlez surtout du problème de l'énergie. Au Sénégal, c'est un vrai problème. Est-ce que, justement, dans ce domaine bien précis, l'expertise que vous avez avec vos gens, vous êtes prêt à venir offrir des offices au Sénégal, travailler au Sénégal? Non, absolument. Je crois qu'il n'y a aucune fermeture vis-à-vis du Sénégal. Il n'y a aucune fermeture vis-à-vis d'aucun autre pays africain. Nous travaillons beaucoup dans toute l'UEMOA et au sein de la CEMAC. Et voilà, je pense qu'il faut la restituer, d'autant plus que beaucoup de ces experts sont des Sénégalais qui viennent aider d'autres pays africains à avancer. Je crois qu'aujourd'hui, autant le monde est un village global, autant l'Afrique est un gros village dans lequel toutes les compétences doivent pouvoir se promener. Par exemple, je ne sais pas, demain sur un grand projet, je rêve toujours de ça, d'un grand projet de chaîne véritablement panafricaine, où les meilleures compétences du continent, quel que soit l'endroit, vous pouvez être dans une chaîne panafricaine et être basé à Dakar. Mais que tous ces gens-là soient ensemble. Je suis sûr que nous pouvons avoir des alternatives à tout ce qui se fait en termes de grandes chaînes comme CNN, comme les BBC, comme les France 24, tout cela. Mais pourtant, c'est une idée qui avait été lancée par le président Blaï Wade en parlant de la RTA, la radio-télévision africaine. Oui, mais c'est pas au niveau d'un chef d'État peut accompagner, mais c'est pas au chef d'État de les faire. Et puis, ça venait, beaucoup de gens avaient eu ces idées-là bien avant. Donc, la télévision panafricaine, moi, j'en parle, je pense, depuis une vingtaine d'années. Donc, le plus important, c'est effectivement de pouvoir le mettre en œuvre. Et quelle est la meilleure manière de le mettre en œuvre? Ça ne peut pas être une histoire du public uniquement. Kadhafi aussi en parlait avec sa chaîne 9999, etc. Donc, il faut incorporer à la fois, il faut que ce soit, à mon avis, une initiative privée, soutenue par les pouvoirs publics, soutenue par les annonceurs, par les populations africaines. Il y a beaucoup de projets qui se font, mais tous les projets, la plupart de ces projets de chaînes qui se veulent panafricaines sont en Europe. Il faut que ça parte du continent, avec des bureaux régionaux, avec des gens de différentes nationalités, une chaîne qui est disponible dans plusieurs langues. Et c'est possible. Aujourd'hui, quand on voit... Est-ce que l'environnement aujourd'hui africain est favorable à ces chaînes de chaînes? Parce qu'on voit que la plupart des chaînes sont obligées de se délocaliser en Europe, sur le plan technique et sur le même plan de la liberté d'expression aussi. C'est possible, justement, mais il faut choisir le bon pays, il faut choisir les bons partenaires et avancer. Mais je suis sûr que c'est possible. Parce qu'en Europe, déjà, en termes de coûts, de fiscalité, etc., d'environnement, même de public cible, il y a des facteurs qui ne sont pas très favorables. En Afrique, il faut juste sortir vraiment décloisonner, sortir du nationalisme, sortir de son public. C'est vrai, il faut avoir des chaînes qui répondent aux besoins locaux et qui aspirent à aller un peu à l'international au niveau national, mais avoir de véritables concepts de chaînes panafricaines, comme celles qui prétendent le faire un peu quand elles sont à l'extérieur, disponibles dans les langues internationales et dans les grandes langues du continent. Imaginez une chaîne qui soit en arabe, en français, en anglais et en portugais, qui soit disponible en swahili, en fulani et dans une autre grande langue du continent, où on a des Sénégalais, des Maliens, des Ougandais, des Kenyans, des Burkinabés, je ne sais pas, des Sud-Africains, qui soient différents, tout ça, et qu'ils le fassent, qu'il y ait des bureaux régionaux, qu'il y ait une véritable... C'est ce type de situation qu'il faut faire. Et je suis sûr qu'en ayant un tel outil, cela va accélérer l'intégration du continent au-delà des organisations que nous pouvons mettre en place et qui fonctionnent beaucoup plus ou moins bien. Mais je suis sûr que la communication peut aider à accélérer l'intégration des populations, l'intégration du continent. Est-ce que le même schéma peut aussi être pensé concernant Internet? Parce que c'est un outil que les jeunes africains utilisent souvent. Oui, voilà. Pour Internet, par contre, je pense aussi qu'il faut développer beaucoup de sites. Il faut de la présence. Il faut des sites, il faut du contenu, il faut être là. D'un côté, ça c'est au niveau des contenus. Également, il faut faciliter l'accès à l'Internet. Il faut arriver même à un moment où l'accès à l'Internet puisse devenir gratuit et que ce soit d'autres types de financement qui permettent à l'Internet de fonctionner. Par exemple, faire de telle sorte que partout où on est dans un pays, on puisse avoir... Pour revenir au cas du Gabon, j'ai envie de dire, c'est le premier pays africain qui, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, pour ce qui était, a mis en place la technologie WiMAX. Partout avec un petit boîtier, c'est dommage, je saurais qu'on aurait abordé cette question, que j'aurais amené le petit boîtier, aussi petit qu'un téléphone portable. Partout où vous êtes, à Libreville, à Franceville, vous avez accès à l'Internet et les gens peuvent se connecter sur vous. Donc, ça assure également la mobilité. Il faut aller vers ce type de solution. Et pour l'administration, par exemple, pour les professionnels, pour les gens qui sont des opérateurs actifs et des gens qui interviennent dans le développement d'un pays, c'est très important d'avoir l'information partout où on est et de manière directe
sur son téléphone portable ou sur une machine lorsque l'on préfère. Nous étions donc avec Matar Sylla dans cette émission Question Directe. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique de la TFM qui nous a accompagnés dans ce débat avec Matar Sylla. Passionnant. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Au revoir.
mbëggeelu caaxaan taxu ma jóg déedéet non 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 mbëggeelu jàmm ma taxa jóg man mbëggeelu jàmm ma taxa jóg mbëggeelu yërmande ma taxa jóg man mbëggeelu caaxaan taxu ma jóg déedéet na 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 déedéet mbëggeelu salaama ma taxa jóg man waaw waaw demay woo ma di la woo demay woo ma di la woo mbëggeelu caaxaan taxu ma jóg mbëggeelu fo taxu ma jóg mbëggeelu yërmande ma taxa jóg man mbëggeelu njaboot waaw waaw mbëggeelu loo ma taxa jóg man waaw waaw mbëggeelu yërmande ma taxa jóg man waaw waaw demay woo ma di la woo waaw demay woo ma lay woo sunu ànd mën a neex saa yoo jaaxle xamal ma ko man saa yi ma jaaxle xamal ma ko ndax ñoo bokk benn dund bi ni dund ñun ñi sunu ànd dafa war a neex waaw waaw demay woo ma di la woo mbëggeelu caaxaan taxu ma jóg mbëggeelu fo taxu ma jóg mbëggeelu miir taxu ma jóg mbëggeelu yërmande ma taxa jóg man waaw waaw mbëggeelu xam-xam ma taxa jóg man waaw mbëggeelu yërmande ma taxa jóg man waaw mbëggeelu gaañ taxu ma jóg déedéet demay woo ma di la woo First time bi ma dajeek yow benn Saturday ci ngoon nga woon garama ma daagu ma romb la gestu ma sopp ni ngay doxee baby ma sopp ni nga doxale ma la xale bi du ma ko bàyyi noonu